Bonsoir, chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce direct que je vous présente ce soir. Après l'annonce de la mort de Idriss Déby. Chers amis, hier, on était sur cette page en train de vous donner un certain nombre d'informations par rapport à ce qui était en cours au Tchad. J'ai reçu beaucoup d'injures, beaucoup d'invectives contre ma personne sur cette page. Quand j'essayais de vous mettre au courant de ce qui était en cours au Tchad, de façon bénévole, comme je le fais à chaque fois. Sans salaire, sans rien à retour. Nous nous battons pour l'Afrique, pour permettre aux Africains et Africaines qui nous suivent de connaître un peu la réalité qui se passe un peu partout. Chers amis, l'information qu'on vous a donnée hier par rapport à la blessure de Idriss Déby est la raison annoncée de son décès. Donc Idriss Déby a été touché hier pendant qu'il y avait confrontation entre l'armée tchadienne et les rebelles qui étaient déterminés à renverser le pouvoir de Idriss Déby. J'ai eu l'information de sources sûres auprès de certains fils d'opposants très bien informés de la situation au Tchad, qui m'avaient donné l'information que Idriss Déby était touché et qu'il est en soins. Je vous ai donné l'information. Vous savez, chers amis, aujourd'hui, je vais apporter un diagnostic qui est pointu par rapport à ce qui se passe un peu en Afrique. Nous ne sommes pas pour les dictatures en Afrique. Nous l'avons dit et nous le maintenons aujourd'hui plus que jamais. Mais il faut reconnaître des choses à Idriss Déby. Idriss Déby, quand même, a combattu le terrorisme et il a été un des seuls dans le Sahel à prendre le dessus sur le terrorisme. Ça, quand même, c'est un point qu'il faut reconnaître à Idriss Déby. C'est une de ses qualités dans cette lutte contre le terrorisme. Il est le seul à avoir pris complètement le dessus sur le terrorisme au Sahel. Il a bouté tous les terroristes hors des frontières tchadiennes. Et il a été sur le terrain de ces opérations-là pour mener courageusement le combat contre le terrorisme. Alors pour ça, j'ai été un de ceux qui ont salué sa bravoure, un de ceux qui ont salué sa détermination contre le terrorisme. Mais il est question de quelque chose, les amis. À chaque fois maintenant qu'il s'agit des élections, nous avons des journalistes et des gens qui nous font passer tout régime s'étant maintenu pendant 30 ans, 40 ans, comme un régime qui sert le panafricanisme. Ça aussi, il y a un problème à ce niveau-là. Idriss Déby a été brave. Idriss Déby a mené des luttes. Mais au sein de la population tchadienne, la frustration était énorme. Beaucoup de Tchadiens estimaient qu'il n'y avait pas de démocratie et que le développement n'a jamais été chose réalisée au Tchad. Et il faut leur reconnaître cette vérité. On peut supporter Idriss Déby, mais reconnaître que la démocratie n'a jamais réellement existé au Tchad et que Idriss Déby, en plus de 30 ans au pouvoir, a manqué de réaliser certaines aspirations de ce peuple tchadien, à savoir le développement tant attendu après 30 ans de pouvoir. Donc, sur cet aspect-là, Idriss Déby n'était pas forcément un des modèles. Et au compteur de chaque dictature africaine, il faut compter des milliers de morts, très souvent d'innocents, tués ou assassinés. Au compteur de toute dictature africaine, il faut le reconnaître et il faut le dire avec courage, il faut le dire avec sincérité. Au compteur de toutes les dictatures africaines, on peut dénombrer des milliers de pertes en vies humaines, des innocents tués, des innocents assassinés. Et dans cette tentative de blanchir les dictatures africaines, certains vont dans la bêtise
jusqu'à identifier, jusqu'à annoncer Denis Sassou Nguesso comme étant un panafricain, chers amis. Vous savez, si la France-Afrique s'est maintenue en Afrique centrale, c'est parce que les piliers de la France-Afrique, étant Idriss Déby, étant tous les chefs d'État, Faure Gnassingbé, étant le clan Biya, le régime Biya, étant aussi Bongo, le régime Bongo, mais tous ces régimes-là ont constitué ce qu'on appelle les piliers de la France-Afrique. Parce que c'est maintenu au fil des années pendant 20, 30, 40 ans. Ces régimes se sont maintenus pendant 40 ans en se voyant succéder les chefs d'État français. Donc ces régimes n'ont jamais changé pendant 40 ans et ont toujours servi les mêmes intérêts pendant 40 ans. Et aujourd'hui, l'espoir pour les Tchadiens, c'est soit qu'il y ait un changement au Tchad après la mort annoncée de Idriss Déby. Si Idriss Déby a été tué par les rebelles, on peut penser que le changement est une chose qui apportera un souffle nouveau au Tchad. Si, au contraire, Idriss Déby a été tué par la France-Afrique, et là, son fils serait vu comme celui qui viendrait pour venger, pour servir les intérêts du Tchad plutôt que servir les intérêts des étrangers. Donc, ce qui se prépare aujourd'hui, tout le monde le sait, on est en train de voir la succession de Idriss Déby par son fils, comme ce fut le cas avec Gnassingbé Eyadema, qui a été succédé par son fils Faure Gnassingbé. Est-ce une bonne chose pour l'Afrique? Est-ce la situation espérée par les patriotes africains, par les démocrates africains? Je ne le pense pas. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que une dictature qui sert les intérêts du peuple africain peut être maintenue parce que cette dictature combat les intérêts de la France-Afrique. Mais une dictature qui s'est imposée contre la volonté des peuples et qui n'a jamais permis le développement d'un pays, je ne pense pas que ce soit une dictature qui doit être maintenue. Je ne le pense pas. Donc, le salut pour l'Afrique centrale aujourd'hui, je le pense, je le dis très très honnêtement, c'est la fin de toutes ces dictatures-là. La fin de ces 30 années de pouvoir, de ces 40 années de pouvoir. Parce que dans ces 30 années de pouvoir, dans ces 40 années de pouvoir, reposent les fondements de la France-Afrique. Donc des régimes nouveaux qui viendront s'installer en Afrique apporteront certainement des rectifications, même si tout le système ne change pas, mais des progressions dans la politique de ces différents pays-là. Parce que ces régimes se sont maintenus pendant 30 ans suivant le même schéma. Ces régimes n'ont pas changé pendant 40 ans. Ces régimes n'ont pas changé pendant 30 ans. Ces régimes ont servi le peuple de la même façon que les différents chefs d'État qu'on a connus. Donc, des 30 années de pouvoir, des 40 années de pouvoir sans développement, mais mieux vaut espérer le changement pour ces pays-là que de vouloir maintenir ce même système qui n'apporte rien en retour. Et il ne faut pas que des médias tombent dans ce piège-là. Je vois de plus en plus de médias venir justifier des présidences à vie en Afrique. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Il y a des peuples qui souffrent dans ces pays-là. Denis Sassou Nguesso, qu'on dit patriote aujourd'hui dans certains médias. Mais c'est insulter le peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a tué plus de 800 000 Congolais. Et aujourd'hui, on nous présente Denis Sassou Nguesso comme étant le panafricain du Congo. Ce titre panafricaniste est en train d'être attribué à des assassins. On dit que, mais ces régimes, des régimes de Faure Gnassingbé Eyadema, des régimes comme le régime Déby, que ces régimes-là servent le panafricanisme. Dans quel sens ces régimes ont-ils servi le panafricanisme? Dans quel sens? Aujourd'hui, les peuples souffrent. Aujourd'hui, le développement n'est pas chose acquise dans ces pays-là. La démocratie n'est toujours pas connue par ces populations-là. Ces régimes continuent à être le vestige de la colonisation parce que ces régimes conservent
la monnaie de la servitude appelée le franc CFA. Ces régimes conservent les bases militaires qu'on dit étrangères. Mais ces régimes conservent tout ce qu'on a toujours connu comme étant le fondement de cette France-Afrique. Donc ces régimes, en réalité, ne servent pas le panafricanisme. Donc je vous dis, chers amis, et je vous le redis, au Tchad, Déby a combattu. Et on a vu, vous avez tous observé cette scène où le palais de Déby a failli être bombardé, là où on nous a dit qu'il y avait une missile qui avait été lancée vers le palais de Déby. Donc tout cela, c'est quand il a pris le dessus sur les terroristes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ceux qui nous vendaient Déby comme étant la personne incontournable au Tchad, mais qu'est-ce que vous nous présentez finalement aujourd'hui? Déby est mort. Vous, qui, dans les médias, vous nous avez toujours dit, vous avez renchéri, vous avez soutenu, vous avez défendu que sans Déby, mais que l'Afrique va tomber dans le terrorisme. Eh bien alors, Déby n'est plus là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Vous qui avez vu ce maintien de Déby comme une nécessité pour le Tchad. Aujourd'hui, Déby n'est plus là. Vous devez avoir le courage de nous dire que vous n'avez jamais imaginé ce scénario-là et qu'il était temps, quand nous autres panafricains parlions de la succession de Déby, d'imaginer cette opportunité-là pour le Tchad. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez plongé tout le monde dans une même logique, que Déby est la personne qui s'impose au Tchad, que Déby est le sauveur de l'Afrique. Maintenant, Déby n'est plus là. Accepterez-vous nos avis maintenant qu'il fallait imaginer l'après Déby? Il n'y a personne qui est immortel. Il n'y a personne qui est irremplaçable. Il faut arrêter d'inscrire dans la mentalité des Africains qu'il y a des personnes qui sont irremplaçables. Aujourd'hui, la preuve, Déby n'est plus là. Et le Tchad continuera à être le Tchad. Quelqu'un devra prendre en main le Tchad. Et vous n'avez jamais pensé ce scénario-là. Vous n'avez jamais voulu imaginer ce scénario-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Qu'il faut ressusciter Déby? Qu'il faut ressusciter impérativement Déby, sinon l'Afrique est foutue? Il faut avoir l'honnêteté, chers amis, chers frères et chers grands frères panafricains, de reconnaître que vous vous trompez quand vous vendez aux Africains le mérite incontournable de ces chefs d'État-là. Nous sommes en guerre et il faut que l'Afrique se débarrasse des dictatures parce que les dictatures n'ont pas apporté grand-chose aux Africains. Il faut avoir le courage de le dire, chers amis. Arrêtez de justifier des dictatures en Afrique. Sassou Nguesso n'est pas irremplaçable. Paul Biya n'est pas irremplaçable. Il n'est pas irremplaçable. Ce sont tous des mortels. Et un jour arrivera où leurs décès nous seront annoncés. Donc, il faut aujourd'hui, dès à présent, penser à l'après Biya, à l'après Bongo, à l'après Gnassingbé, à l'après tous ces chefs d'État-là. Mais vous refusez d'imaginer l'après. Et vous plongez les Africains, mais dans une bêtise. Et ça n'a pas de sens. Il faut que ces chefs d'État-là, s'ils sont patriotes, mais permettent à leur pays de trouver d'autres patriotes à leur image qui vont servir les intérêts du peuple. Pourquoi ça doit être forcément Déby? Pourquoi forcément Paul Biya? Pourquoi forcément Ali Bongo? Pourquoi forcément tous ces chefs d'État et personne d'autre? Pourquoi? Sont-ils irremplaçables? L'Afrique ne compte-t-elle pas de jeunes ambitieux panafricains et patriotes qui peuvent prendre le relais en Afrique? Je pense que oui. L'Afrique en a. L'Afrique peut compter sur sa jeunesse. L'Afrique peut compter sur l'après toutes ces dictatures-là pour que nous puissions aller vers le développement, vers le panafricanisme. Chers amis, ceux qui pensaient que Idriss Déby est immortel, sachez que Idriss Déby est mort. Ce qu'il faudra faire aujourd'hui, c'est penser à comment sauver le Tchad et pas vouloir nous imposer le fils Déby comme étant le meilleur que l'on puisse avoir au Tchad. Mais le Tchad compte de dignes fils. Pourquoi le fils Déby doit remplacer Idriss Déby comme ce fut le cas
pour Gnassingbé Eyadema. Et Faure Gnassingbé vient remplacer Gnassingbé Eyadema. Pourquoi en Afrique centrale, quand les dictateurs meurent, quand certaines personnes meurent, ce sont leurs fils qui doivent prendre le pouvoir? Au nom de quel principe? Acceptez-vous ça? Au nom de quelle démocratie acceptez-vous ça? Vous criez, vous dénoncez les dictatures, et à la mort des dictateurs, vous êtes subitement allergique à l'époque de la dictature. Vous voulez voir leurs fils revenir vous imposer le même système. Où est le changement quand des systèmes se maintiennent après la mort des hommes qui servent le système? Mais le système est appelé à se réformer. Le système est appelé à changer. La créativité de la population doit améliorer ce système-là. Et il n'y aurait pas de sang neuf quand le père se fera succéder par le fils. Il n'y aura pas de sang neuf. Il n'y aura pas de réel changement. La politique sera la même. Les intérêts seront les mêmes qui seront préservés. Mais si on arrive à avoir de nouveaux présidents, les accords seront revus. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, qui risquent d'être connues. Mais le peuple qui souffrait peut peut-être être soulagé sur bien des domaines. Mais il faut refuser, il faut arrêter de penser que les Africains sont vraiment des enfants à qui il faut venir imposer une façon unique de voir les choses. Moi, je l'ai dit ici sur ma page. Je ne suis pas pour Déby. Il est mort en héros, reconnaissons-le. Il est mort en héros. Il est mort les armes à la main. Il est descendu au front. Il est mort en héros. Il y a beaucoup de marionnettes, il y a beaucoup de traîtres qui ne se seraient jamais donné la peine de descendre sur le terrain pour combattre, pour se battre pour un principe. Il l'a fait. Il est mort comme un héros. Ça, reconnaissons-lui ce mérite-là. Donc, mais il faut savoir que l'après-Déby était une nécessité. Et vous avez refusé d'y penser. Vous avez refusé d'y penser. Et vous nous avez imposé votre vision unique. Que Déby ou rien. La même chose risque de se produire dans d'autres pays. On doit tirer des leçons de ce qui vient d'arriver au Tchad. Tous ceux qui défendent Paul Biya, je suis d'accord. Pour certains, ils disent que oui, il y a la fin des accords coloniaux, que bientôt le Cameroun va redevenir indépendant. Mais ils refusent d'imaginer l'après Paul Biya. Et si on vous annonçait aujourd'hui que Paul Biya est mort, vous commencerez à penser à son remplaçant. Vous allez commencer à penser à comment le remplacer. Pourquoi refusez-vous de penser, pendant qu'il est encore temps, l'après Paul Biya? Mais il faut qu'on se dise des vérités. Macky Sall est un dictateur qui tue le peuple sénégalais. Malgré qu'il soit venu après tous ces pères-là de la France-Afrique, mais voici Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall qui sont les pires dictateurs de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on parle, pour certains, ils nous diront que oui, Alassane Dramane Ouattara a réalisé ceci, il a réalisé cela. Cela fait de lui un irremplaçable. Personne ne peut dépasser ce que Alassane Ouattara vient de faire en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dépasser ça. Donc parce qu'il a fait quelque chose en Côte d'Ivoire, qu'il ne doit jamais quitter le pouvoir. Malgré qu'il est en train de torturer les dignes fils ivoiriens qui se battent pour la démocratie. Parce qu'il a réalisé quelque chose qui doit être président à vie. Parce que Macky Sall ne fout rien dans ce pays-là. Et parce qu'il est aimé par l'Occident, qu'on doit le maintenir comme président chez nous. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la jeunesse africaine, là, tous ces dictateurs ont désormais peur. La mort d'Idriss Déby plonge tous ces dictateurs-là dans une folie. Parce qu'ils pensent à eux-mêmes. On a failli trouver Macky Sall au palais, il n'y a pas longtemps au Sénégal. On a failli aller le chercher au palais. Donc lui, c'est la colère de cette jeunesse africaine qui n'est plus manipulable. Notre jeunesse n'est plus endormie et on acceptera que personne ne vienne nous endormir ici. Tous ceux qui parlent de Macky Sall dans les médias, qui le citent comme un panafricain, qui le citent donc je ne sais pas quoi. Vous connaissez Macky Sall plus que nous-mêmes? Tous ceux qui parlent de Idriss Déby, vous connaissez Déby plus que les Tchadiens? Tous ceux qui parlent de Paul Biya, vous connaissez Paul Biya mieux que les Camerounais? Tous ceux qui parlent de Faure Gnassingbé, mais vous connaissez le Togo plus que les Togolais? Vous connaissez les réalités du Togo plus que les Togolais qui les vivent? Il faut qu'on arrête l'hypocrisie, il faut qu'on arrête le mensonge. À vouloir faire taire toutes les voix qui se lèvent contre ces personnes-là. Dire que ce sont des traîtres.
Mais ces personnes savent ce qu'elles vivent mieux que nous. Moi, je parle aux Tchadiens. Je parle aux frères tchadiens qui m'expliquent des choses qui se passent au Tchad. Mais ce ne sont pas forcément des choses que vous entendez. Ce ne sont pas forcément des choses que vous connaissez. Nous sommes avec la société civile de ces différents pays-là. Vous dites que le terrorisme, c'est le grand danger qui menace l'Afrique. Oui, que ça menace l'Afrique, que si Déby saute, ça sera une porte ouverte, que c'est comme la Libye. Mais non, les Libyens vivaient mieux que les Tchadiens. La Libye et le Tchad n'ont rien à voir. Il faut dire la vérité, chers amis. En Libye, les gens vivaient en harmonie. Les gens vivaient dans la paix. Les gens vivaient, mais de façon convenable en Libye. Comment pouvez-vous comparer le régime libyen au régime tchadien? Quel est le lien? Mais quelle comparaison pouvez-vous faire de ces deux régimes-là? Le Tchad est développé. Au Tchad, les gens ont tout. Comme les Libyens baignaient dans l'harmonie, baignaient dans... Mais non. Le régime tchadien et le régime libyen n'ont rien à voir. C'était une dictature qui arrangeait le peuple en Libye. Mais au Tchad, c'était une dictature, pour certains, qui arrangeait l'Afrique, mais n'arrangeait pas forcément le peuple tchadien. Il faut qu'on dise des vérités, même si elles sont amères à entendre. Donc, je vous dis une chose, chers amis. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ces dictatures sont en train de tomber en Afrique. Il faut qu'une jeunesse courageuse prenne son destin en main. Ne pensez pas que les vieux sont la seule solution pour l'Afrique. La plupart d'entre vous êtes plus courageux que ces vieux. La plupart d'entre vous êtes plus patriotes que ces vieux. La plupart d'entre vous êtes plus visionnaires que ces vieux-là. Arrêtez d'avoir la nostalgie de la dictature et pensez à prendre votre destin en main. Chers jeunes Africains que nous sommes, nous avons des choses à apporter à l'Afrique. Nous avons du sang neuf à infuser dans les veines de la mère patrie, l'Afrique. C'est aujourd'hui qu'il faut y penser, ce n'est pas demain. Ce n'est pas en ayant 80 ans qu'il faut penser à défendre l'Afrique. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Quand on est jeune, quand on a la force de le faire. Mais regardez l'Afrique. Toutes ces dictatures-là, si elles ne tombent pas en Afrique centrale, il n'y aura jamais de démocratie, il n'y aura jamais de développement en Afrique centrale. Tant que Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara continueront à se maintenir en Afrique de l'Ouest, mais ils vont toujours miner les efforts de développement de l'Afrique de l'Ouest. Que vous le sachiez ou pas, que vous le reconnaissiez ou pas, c'est un fait. Pour certains qui me jugent par rapport au professeur Alpha Condé, qui disent oui, en Guinée-Conakry, il y a une dictature. Je soutiendrai tout homme politique, tout homme courageux qui se lève pour rompre, pour couper ce cordon ombilical entre son pays et la France-Afrique. Entre son pays et ce système colonial qui nous est imposé depuis toujours. Mais pas de façon éternelle. Toute chose a une durée. Et le régime d'Alpha Condé ne peut pas se maintenir de façon éternelle sous prétexte qu'Alpha Condé est incontournable ou irremplaçable. Je le dis et je l'assume entièrement. En Guinée, vous pouvez tout dire d'Alpha Condé, mais vous ne pouvez pas dire que c'est le système de la France-Afrique qui règne en République de Guinée. C'est faux. En tant que panafricains, nous avons donc le devoir et nous pouvons nous permettre de soutenir ceux qui se battent pour donner la dignité à leur peuple. Ceux qui se battent pour maintenir leur pays hors du système de la France-Afrique. Nous pouvons les soutenir et nous n'avons pas de honte à avoir par rapport à ça. Oui, j'ai soutenu sa vision parce que c'est une vision qui émancipe la Guinée, comme l'a toujours fait Ahmed Sékou Touré. Ce n'est pas une vision qui vient vendre les acquis de la Guinée à la France-Afrique. Je le soutiens et je le maintiens. Mais quant à voir Alpha Condé devenir président à vie, eh bien ça c'est hors de question. Après ce mandat-là, on doit penser à l'après Alpha Condé parce qu'Alpha Condé n'est pas le seul qui doit diriger la République de Guinée. Il y a des jeunes ambitieux qui peuvent développer la Guinée. Alpha Condé n'est pas immortel et sa vision n'est pas une vision, la vision la plus parfaite que l'on puisse avoir dans un pays pour espérer le développement. Donc ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire, à la jeunesse de faire ce qu'elle a à faire. Donc toute dictature qui sert la France-Afrique doit être destituée, doit être délogée, doit être écrasée, doit être combattue par force et détermination.
toute dictature, je le dis bien, qui sert les intérêts de la France-Afrique. Il y a des dictatures qui viennent pour éteindre des voix, mais des voix de ceux qui sont les moutons de la France-Afrique. Vous savez, dans certains pays comme la République de Guinée, il y a une dictature qui est parfois nécessaire parce que la France-Afrique compte sur ces petits pions-là pour pouvoir déstabiliser le pays et prendre en main les ressources du pays, s'implanter dans le pays, dans des pays comme la République de Guinée. Mais ces traîtres doivent être étouffés parce que c'est l'intérêt de la Guinée, c'est le combat de Ahmed Sékou Touré qui est en jeu. C'est voir la France-Afrique prendre en main la Guinée et s'emparer de la Guinée. Je l'assume entièrement. Si cela fait de moi quelqu'un que vous ne jugez plus panafricain, qu'il en soit ainsi. Je l'assume. Je soutiens ce régime-là parce qu'en Guinée, on ne doit jamais voir un début de franc CFA en Guinée. Je le dis et je le maintiens. En Guinée, il n'est pas pensable et il ne saurait être compréhensible de voir la Guinée adopter le franc CFA. Ça serait insulter les sacrifices de nos ancêtres. Chers amis, il faut qu'on soit véridique, il faut qu'on soit des jeunes ambitieux. Ce qui se passe en Afrique centrale. Mais ceux-là que vous soutenez là, ceux-là que vous voulez maintenir au pouvoir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, les régimes dont je vous parle, le régime de Bongo, du clan Bongo, mais un pays de 2 millions d'habitants, 2 millions d'habitants au Gabon, un pays de 2 millions d'habitants immensément riche. La population du Gabon est dans la perdition totale. Rien, pas d'acquis. Ils ne peuvent profiter de rien de ce système-là. Regardez ce qui se passe au Togo. Le père décède, il donne le pouvoir au fils. Omar Bongo meurt, il passe le pouvoir à qui? À Ali Bongo. Ali Bongo, frappé d'un AVC, on ne sait pas s'il est toujours vivant ou mort, mais il continue à se maintenir comme chef d'État, malgré son handicap notoire qui l'empêche certains mouvements. Mais c'est impensable, c'est incroyable. Cela ne se passe qu'en Afrique. Donc je vous dis, chers amis, au Cameroun, pareil. Ces présidents ne sont pas des immortels. Si vous les aimez, aidez-les à partir à la retraite et trouvez rapidement un remplaçant pendant qu'il est temps. Parce que tant que vous ne penserez pas à un remplaçant vous sera proposé. C'est aujourd'hui qu'il faut y penser. Vous qui aimez Paul Biya, qui ne voulez pas voir Paul Biya partir, c'est aujourd'hui qu'il faut penser à un remplaçant de Paul Biya. Parce qu'à la fin du règne de Paul Biya, il y aura quelqu'un qui vous sera proposé et quelqu'un que vous allez subir à la place de Paul Biya. Donc, ces gens ne sont pas éternels. Ils ne sont pas éternels, disons la vérité. Aimons la vérité. Si, au Tchad, le fils de Déby, Idriss Déby, remplace Déby, mais ce sera la continuité au Tchad. Quel espoir pouvez-vous nourrir dans un remplacement de père en fils? Quel espoir? Ceux que vous dites là, qui combattent le terrorisme, on a vu Idriss Déby même a été plus courageux, mais que le Bandao que nous avons au Mali. Idriss Déby, il est descendu, il est parti superviser les opérations. Mais qu'est-ce que Bandao fait de son expérience dans l'armée? Aujourd'hui, ils font semblant de combattre le terrorisme au Mali. Les terroristes ne font que continuer, ne font que gagner du terrain au Mali. Ils sont au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils font contre le terrorisme? Le danger, ce n'est pas le terrorisme. Le danger, c'est ceux qui font semblant de combattre le terrorisme alors qu'ils ne sont là que pour aider le terrorisme à prendre des proportions qui vont devenir incontrôlables. C'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas le terrorisme. Ces États ont des budgets, mais au Sénégal, par exemple, on a un budget de 4 000 milliards de francs CFA. Comment un pays peut avoir un budget de 4 000 milliards? D'autres pays ont des budgets un peu plus conséquents. Comment on peut avoir tout ce budget-là et ne pas pouvoir combattre des centaines de terroristes, des milliers de terroristes dans un pays? Et on nous dit que la menace, c'est le terrorisme. Que les terroristes sont plus armés que les États. Les États qui disposent des hélicoptères,
qui disposent mais de tout ce que vous pouvez imaginer, qui peuvent se doter de tous les moyens que vous pouvez imaginer, des terroristes qui arrivent à mettre en déroute. Mais attendez les amis, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ces gens-là ne combattent pas le terrorisme. Ils font semblant de combattre le terrorisme. Un chef d'État qui est prêt à combattre le terrorisme, en une semaine, il met fin au terrorisme. Il va se doter des moyens sophistiqués de lutte contre le terrorisme. Il va acheter des engins de guerre, des hélicoptères de guerre. Il va lancer des missiles sur ces endroits ciblés et on mettra fin définitivement au terrorisme. Vous croyez que les Occidentaux négocieront avec des terroristes sur leur territoire? Vous acceptez encore de vous faire passer pour les bêtes africains que l'on ne cesse d'être aux yeux de certains. Vous pensez que les Occidentaux vont négocier avec des terroristes? Ils vont signer des accords avec des terroristes alors qu'ils savent, ils localisent, ils savent où se trouvent ces terroristes-là? Ils vont négocier l'intégrité territoriale avec des terroristes? Eh bien, il faut qu'on commence à réfléchir, chers amis. Il faut qu'on commence à réfléchir. Ces chefs d'État savent avec exactitude où se situent ces terroristes-là. Au lieu de mener des frappes ciblées sur ces zones-là, l'on nous dit les droits de l'homme. Les États-Unis accepteront d'abriter le terrorisme, un foyer de terrorisme aux États-Unis. La France accepterait d'avoir un foyer de terrorisme en France. L'Allemagne accepterait d'avoir un foyer de terrorisme en Allemagne, vous pensez? Et quand il s'agit de vos pays, au lieu de frapper ces zones-là, on vous dit qu'au nom des accords, des traités, mais je ne sais pas de quoi, il faut épargner, il ne faut pas frapper ces terroristes. Mais il faut qu'on arrête. C'est des complices de ces terroristes-là qui menacent nos pays. Ce n'est pas le terrorisme qui menace nos pays. Les complices de ces terroristes qui sont la plupart des chefs d'État africains, qui sont les ennemis de l'Afrique. Ce n'est pas le terrorisme. Donc moi je l'ai dit, hein, si jamais on veut vraiment combattre le terrorisme, on a les moyens de le faire. Mais tant qu'on aura des traîtres qui seront à la tête de nos pays, qui feront semblant de combattre le terrorisme, vous penserez que le plus grand danger pour l'Afrique, c'est le terrorisme. Le terrorisme n'est pas un danger pour l'Afrique. Le manque de volonté réelle, voici le grand danger pour l'Afrique concernant le terrorisme. Il n'y a pas de volonté. Au Mali, quand les militaires ont pris le pouvoir, mais on a tous applaudi, on a acclamé les militaires maliens. On pensait que le terrorisme était fini au Mali. Les soldats maliens continuent à mourir chaque jour au front. Qui est en train de sacrifier la vie de ces soldats-là? Ces soldats pouvaient ne même pas se déplacer pour affronter ces terroristes. On pouvait mener des frappes à distance sur toutes les zones où se situent ces terroristes-là. On pouvait ne pas perdre des vies humaines, des vies de ces soldats-là au Mali. On pouvait les préserver, s'asseoir, se positionner quelque part, envoyer des avions et bombarder toutes les zones de ces terroristes. On aurait sauvé combien de vies? Combien de familles auraient pu garder leurs fils, leur père, leur mari? Et on envoie les fils du Mali aller se faire tuer en faisant semblant de combattre le terrorisme. Chers amis, je ne saurais être long, mais j'espère que vous avez compris que le plus grand danger de l'Afrique, ce n'est pas tout ce qu'on nous présente ici comme danger. Le véritable danger de l'Afrique, ce sont ceux-là qui sont au palais, qui sont pour la division de nos pays, qui sont pour la destruction de nos pays. Parce que depuis les indépendances, il y a une chose qui a été promise à l'Afrique, c'est de nous faire regretter notre volonté d'indépendance. Et c'est aujourd'hui ça qui se passe dans la plupart de nos pays africains. On regrette notre revendication d'indépendance parce que nos pays sont des proies, sont proies au terrorisme. Nos pays sont en danger. On demande l'indépendance et on ne peut même pas assurer la sécurité de nos frères, la sécurité de nos concitoyens. Donc ce n'est pas le terrorisme qui est en danger. C'est ceux-là qui sont en connivence avec ceux qui veulent détruire l'Afrique qui sont les dangers. Et quand vous avez de la pitié pour ces gens-là, quand je dis à la place de Déby, Dieu pouvait nous prendre Macky Sall, certains qui sont encore dans l'émotion me disent, mon frère, tu n'es pas un bon musulman. Un musulman ne souhaite pas du mal à son prochain. Je ne me limite qu'à lui souhaiter du mal. Mais lui, il tue mon peuple. Il a tué plus de 15 Sénégalais de sang-froid. Il les a tués. Il ne s'est pas limité de leur souhaiter la mort. Il a engagé des milices qui ont tué 15 de nos frères sénégalais de sang-froid. Moi, je ne lui souhaite que la mort.
Lui, il ne nous souhaite pas la mort, il nous tue. Et vous avez de la sympathie encore pour ces personnes-là. Vous avez de la pitié pour ces gens-là. Vous avez un cœur à les pardonner. Vous avez un cœur à ne pas les en vouloir. Vous aimez la souffrance qui vous afflige. Vous êtes parti jusqu'à développer de la compassion pour ceux qui vous tuent. Je ne suis pas un des vôtres. Je suis encore rationnel. Je ne suis pas dans l'émotion. À penser que ces dictatures méritent encore un pardon. Celui qui tue 15 de nos frères sénégalais, vous avez un cœur à prier pour lui. Vous ne lui souhaitez pas la mort. Lui, vous tuera à chaque fois qu'il aura l'occasion de le faire. Tous les dictateurs là, envers lesquels vous développez de la compassion, ils n'hésiteront pas à vous tuer à la moindre occasion. Donc continuez à les aimer, continuez à prier pour eux. Vous allez voir si le salut viendra de ça ou le salut viendra d'une prise de conscience et une détermination ferme à en finir avec le régime. Continuez. Taxez-nous encore de criminels, de terroristes, comme vous voulez. Nous sommes rationnels. Nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous sommes en guerre contre ces gens-là. Et tant que vous ne l'aurez pas compris, vous allez toujours vous tromper de cible. Au lieu d'aller combattre les vrais ennemis, vous allez venir sur ma page me combattre moi. Comme ceux qui me menacent de mort tous les jours. On va te tuer. À la moindre occasion qu'on te verra, on va te ôter la vie. Pendant que Macky Sall est en train de tuer 15 personnes. Je n'ai jamais menacé une seule personne de mort. Jusqu'à en arriver à tuer une personne, une mouche. Pendant que Macky Sall est en train de tuer le peuple, pendant que ces dictateurs sont en train de tuer le peuple, cherchez à vous en prendre à moi. Cherchez à vous en prendre à des innocents qui se battent pour vous-même. Au lieu d'aller vous battre contre ces dictateurs qui vous prennent 15 de vos enfants. 30, 200 Ivoiriens Alassane Ouattara a tué. 200 Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont là en train de se menacer de mort, en train de se saccager les véhicules, au lieu de se lever, de faire bloc contre Alassane Ouattara et raccourcir la souffrance du peuple ivoirien. On se trompe toujours de cible. Pendant qu'on se combat entre nous, ces dictateurs sont en train de prendre de la distance, sont en train de gagner du temps encore. Bonne soirée, chers amis. J'espère que ce message va vous impacter positivement et que vous allez, à la fin de cette vidéo, commencer à réfléchir autrement. L'Afrique est en guerre. Il n'y a pas de place à la compassion. Il n'y a plus de place à la pitié. Tous ceux qui sont des âmes sensibles, abstenez-vous dans cette lutte-là. Vous n'êtes pas invités. On est en guerre. Et en guerre, il faut se donner les moyens de sa victoire. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt.